Bonjour à tous, deuxième vidéo sur notre série de Ruby à Rust. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux similitudes du code entre les deux langages. Jingle? Alors, on attaque les similitudes du code. Donc, nos deux langages, vous allez voir, on a commencé à le voir dans la première vidéo, ont énormément de points communs d'un point de vue des structures syntaxiques, des structures algorithmiques, de la façon de construire les structures algorithmiques dans le langage. Il y a des éléments déjà du domaine de la philosophie de conception, l'expressivité, on en a déjà parlé, l'ergonomie pour le développeur, c'est une conception qui est centrée sur l'expérience du développeur, avec une intégration d'outils tout autour du langage en lui-même qui vont lui faciliter la vie. Et il y a énormément de gestion des ressources de programmation, des librairies sur lesquelles on retrouve des choses assez communes. La convention, le principe de convention, alors il est peut-être un peu plus fort en Ruby, mais même en Rust, on a cet aspect plutôt convention que configuration, et encouragé à de bonnes pratiques by design. Ça, c'est vraiment notable. Au niveau syntaxe et structure, on va retrouver beaucoup de choses qui se ressemblent. Bloc et closure. On essaiera de l'illustrer de façon un peu plus poussée. Le pattern matching, les méthodes chaînées. Ça, vous allez voir, le code, on a l'impression que c'est le même. L'absence de parenthèse optionnelle. Alors, attention, hein, pas systématiquement, mais quand même. Et par contre, effectivement, il y a quand même effectivement des éléments syntaxiques supplémentaires, accolades, point virgule, des choses qui sont un petit peu à la croisée entre des langages plutôt dynamiques comme Python et Ruby et des langages compilés comme le C ou le Java. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi, il y a les conventions de nommage, l'utilisation du snake case qu'on retrouve entre Ruby et Rust. Alors moi, ça aussi, j'ai beaucoup de mal avec le camel case, et du coup, bah, ça me facilite la vie parce que j'ai l'habitude, je code comme ça. Les concepts de programmation. Il y a effectivement énormément de points communs sur la partie programmation fonctionnelle, les maps, filters, reduce et ainsi de suite qu'on va retrouver dans les deux. L'immutabilité qui est encouragée par défaut en Rust et puis par convention en Ruby. Et puis la métaprog. Alors la métaprog, elle va un petit peu plus... moi je pense même qu'elle va beaucoup plus loin parce que Ruby est un langage dynamique, donc elle va plus loin en Ruby. Mais on retrouve des choses assez très intéressantes en Rust. J'ai pas encore vraiment pu jouer avec. Alors qu'en Ruby, ça m'arrive régulièrement de jouer avec des éléments de métaprog. Alors, le snake case, pour être plus clair, hein, pour ceux qui n'ont pas compris de quoi je parlais, c'est le fait de nommer des méthodes, des variables, et d'essayer de les écrire dans une approche presque assez similaire au langage naturel. C'est-à-dire, on va utiliser l'underscore comme un séparateur d'espace. Et on n'utilise pas la formulation camel case où on sépare en mettant un mot avec une majuscule et on colle les mots à la majuscule. Moi, je trouve que ça facilite pas la lecture. Le cerveau humain a l'habitude de lire par le haut des lettres. Et vous pouvez faire l'essai, hein, prenez une phrase et vous enlevez tout le bas des caractères et vous allez voir que le cerveau est tout à fait capable de le lire presque naturellement. Si vous faites la même chose par le bas, ça ne marche pas. Et du coup, bah, l'underscore, il n'est pas du tout gênant pour le cerveau et pour l'œil humain parce qu'on va aller lire sur le haut des lettres. Je suis pas en train de défendre de façon fondamentale le snake case, ou peut-être que si. Mais donc effectivement, on va retrouver des facilités de lecture, de mon point de vue, par l'utilisation du snake case, pardon. Et des deux côtés. Puis vous voyez, on commence déjà à avoir hein, des choses qui sont, des codes qui sont finalement assez similaires. Hein, y a la notion de typage hein, qui apparaît, hein, je suis bien d'accord, mais on a des choses similaires. On va continuer et on va regarder la gestion des collections. Donc en Ruby, on va plutôt parler de hachage au quotidien. C'est vrai que les développeurs Rust aiment bien utiliser le terme collection. Ou alors effectivement, peut-être que c'est les gens que je côtoie sont des développeurs Rust qui ont fait d'autres langages.
Enfin voilà, alors on peut pas faire on peut pas faire aussi simple que la syntaxe Ruby, hein. Là pour le coup la manipulation des hash en Ruby elle est extrêmement simple, d'autant plus depuis les versions récentes où on peut utiliser la notation keyword plutôt que la notation fléchée. Si ça vous parle pas, reprenez mon cycle de vidéo sur Ruby, je l'ai décrit. Et puis c'est surtout au niveau de l'affectation sur un hash, où effectivement là on voit qu'en Rust, il y a des formes qui sont un petit peu plus verbeuses. Mais ça reste tout à fait facile à utiliser. Et puis on retrouve la closure, l'utilisation de la closure pour l'itérateur, qui effectivement rend les choses assez comparables. Maintenant on va parler des itérateurs et des collections. On va aller encore un tout petit peu plus loin. Et c'est là où je vous ai montré la notion de méthode chaînée et le fait de pouvoir se dire manipuler, faire une itération sur une liste. Franchement, regardez le code, hein. Ils sont jumeaux. Il y a l'esperluette qui sert pas du tout à la même chose entre Rust et Ruby. En Ruby, elle n'est pas du tout présente sur ce type d'usage. J'essaierai de dire venir, peut-être, on le verra sur d'autres exemples, l'usage de l'esperluette en Ruby. Je ne veux pas vous perturber. Itérateur et énumération. Donc effectivement, ce qui est intéressant, hein, là on a encore un autre exemple sur le range. Alors c'est un exemple que j'avais déjà mis dans la première vidéo, je voulais vous le remettre, hein. Voilà, hein, là, c'est franchement, c'est quasiment pareil, hein. Il y a le petit lazy, hein, pour dire qu'on génère pas la totalité on est capable de faire du lazy loading sur la gestion de l'intervalle. On doit avoir les mêmes types de choses en Rust. Là, je pense qu'on atteint mes limites d'apprentissage actuelles, mais forcément, ce genre de mécanisme existe. Les itérations avec index. Bon, bah voilà, hein, c'est for each index item, et de l'autre côté, on a effectivement un itérateur spécifique, each with index, qui a une arity de 2 qui prend un item et un index. C'est pas ça qui va vous traumatiser, hein. Les méthodes chaînées et la programmation fonctionnelle. Donc, vous allez dire, je fais que de mettre les mêmes exemples. Mais oui, mais là, ce que je veux bien montrer, c'est qu'effectivement, vous vous rappelez, en Ruby, c'est objet.méthode. Et puis, quand cette méthode, elle renvoie un autre objet sur lequel on peut exécuter une méthode. Et donc, on peut chaîner autant de fois qu'on veut. Rust, exactement pareil. On peut faire exactement la même chose. Et puis on peut faire des opérations complexes. Vous voyez par exemple quand on regarde un code d'un pseudo ORM par exemple ou ODM, on peut faire user.groupby. Alors vous voyez l'esperluette, je vous le disais, hein, elle permet de faire une référence sur une méthode c'est un sucre syntaxique en Ruby, c'est l'un des rares sucres syntaxiques pour dire que j'utilise la méthode salary de l'objet qui est en itération, de la variable d'itération de la méthode groupby. Voilà, là j'ai un code qui est un peu spécifique en Ruby, je l'avais peut-être pu le montrer un petit peu sur le premier cycle, mais voilà. Et puis, on voit que de l'autre côté, hein, une fois qu'on a fait ce point iter, derrière on va pouvoir faire into group map by, into iter, et ainsi de suite. Bon, c'est des choses qui sont assez similaires. Alors, ça c'est pareil, moi ça m'a parlé tout de suite, hein. La gestion des modules et des namespaces, on peut structurer le code. Alors en Ruby c'est un peu particulier parce que le module sert pour quelque chose qui en Rust va être nommé de façon différente. On le verra un peu plus tard. Mais en Ruby, ça sert pour les deux. Ça sert pour faire les mixins et ça sert à la fois pour faire les espaces de nom, les namespaces. Donc voilà, module authentication, de l'autre côté, ça va être mode authentication, dans lequel on a une classe user d'un côté, et de l'autre côté, on a l'équivalent de la classe avec la structure et l'implémentation associée à cette structure. Donc c'est l'équivalent d'une classe en Ruby. Alors, le sujet dont je venais de parler il y a 2 minutes, c'est justement la notion, je voulais essayer de garder un peu l'ordre de ma vidéo, c'est la notion de trait. Donc effectivement, les modules Ruby servent à la fois à faire des namespaces, mais ils servent potentiellement à être un container, un réceptacle à un certain nombre de méthodes, et de faire en sorte qu'on peut inclure ces méthodes. Alors là, c'est à faire avec un include, ça veut dire que c'est fait inclus dans la classe, on peut même les mixer sur un objet via extend, sur un objet déjà instancié. On peut rajouter des méthodes à un objet instancié, ou on peut le rajouter sur la classe par inclusion. Donc là, ce genre de choses, alors donc on voit que Ruby a un côté un petit peu plus dynamique parce que les mixins vont pouvoir être faits runtime,
et c'est l'avantage des langages dynamiques, pardon. De l'autre côté, on a les traits en Rust. Et un trait, bah voilà, c'est quasiment le même principe. Vous voyez que par contre, quand on fait l'implémentation, on dit qu'il implémente descriptible for produit. Et ben en Ruby, on va faire une classe produit qui include descriptible. Le résultat va être exactement le même. Ce qu'on ne peut par contre pas... Alors, attention, je modère, vous avez bien compris que moi je ne suis pas un pro de Rust. Je fais un chemin que je partage avec vous, mais du coup, peut-être qu'il y a des façons de faire un mix-in en runtime. J'ai pas encore trouvé. Donc si vous êtes capable de le faire, n'hésitez pas, mettez un commentaire dans la vidéo et dites-moi-le, hein, Romain, regarde, c'est super simple, tu fais comme ça. Vous ferez un heureux, je sais pas si c'est possible. En tout cas, les principales différences, donc effectivement en Rust, la vérification c'est à la compilation, pardon, et en Ruby à l'exécution. Au niveau des performances, là pour le coup, en Rust, c'est optimisé sans surcoût d'exécution, c'est de ça que je parlais dans la première vidéo, hein, sur l'abstraction sans coût d'exécution. Et par contre, côté Ruby, c'est interprété donc plus lent. La sécurité mémoire en Rust, elle est garantie par le compilateur. En Ruby, elle est gérée par le garbage collector. Le typage est statique et fort d'un côté, dynamique et de l'autre côté. L'implémentation, elle est explicite. Et par contre, de l'autre côté, en Ruby, on est sur des langages dans lesquels on va pouvoir faire du duck typing, aller beaucoup plus sur les aspects. C'est la grosse différence entre Rust et Ruby, hein, clairement, hein, de se dire que l'approche dynamique, Rust, non. Forcément, il va pas la rendre possible parce que ce sera un vrai écueil aux performances et à la sécurité. Donc on oublie tout l'aspect dynamique, ça c'était pour gagner du temps, pour pouvoir prototyper. Et du coup, par contre, là, notre implémentation explicite, sur Rust, de l'autre côté, elle est via l'include en runtime à l'exécution sur Ruby. Et le polymorphisme va se traiter via des traits, et c'est générique, et de l'autre côté, en Ruby, il va se traiter via l'héritage et les mix-in. Et ça, effectivement, c'est encore une autre différence entre Rust et Ruby. Alors, le pattern matching. Je reviens encore une deuxième fois, hein, le case formidable. Allez voir ma doc sur le sujet. Promis, je vais essayer de faire une vidéo sur le sujet. Et je ne sais pas quand je vais la planifier, mais je vais essayer de le faire. Et de l'autre côté, on reste match, valeur. Et puis après, on a cette forme avec les somme x. Et puis et ainsi de suite. On retrouve les conditions qui sont formulées de façon différente. Je suis pas encore complètement à l'aise avec cette syntaxe. J'ai tellement été habitué au formidable case Ruby que ça, c'est le point, moi, en Rust, où effectivement, ma transformation est un peu plus lente. Je code pas ça naturellement. Je vous ai aussi mis le lien vers la vidéo que j'avais faite dans le cycle sur Ruby de Newbie à Ready, sur les structures de contrôle, où je reviens beaucoup plus sur le case, mais la source d'information la plus dense, c'est celle que vous allez trouver sur le site d'Ultragrain. Donc blog.ultraleague.net ou wawawa.ultragrain.net, et puis vous avez toutes les informations. On a fini pour cette deuxième vidéo. Vous vous rappelez, on en a 6 vidéos, et la prochaine vidéo, on va regarder les différences du code. Au revoir.